Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM un peu spécial. On enregistre en direct de la convention de l'APM à Nantes. On est au mois de mars 2023 et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Flore Vasseur avec qui je vais discuter un petit moment. Salut Flore, bienvenue. Bonjour. On a eu, on a un petit moment privilégié parce que on doit le dire, c'est la fin de la journée. On en a eu plein la tête. Beaucoup d'émotions qui ont traversé cette journée-là et je suis ravi de la conclure en ta compagnie. Je me posais la question de comment je peux t'introduire, comment toi tu te présentes quand tu dois le faire. Écoute, moi je suis maman, je suis française, je suis entrepreneur, je suis auteure, je suis réalisatrice, je suis productrice, voilà, je fais plein de trucs. Le cœur de ma vie, c'est de douter et c'est de questionner ce qu'on croit. Donc là, on est au bon endroit, quoi. Hein. Et voilà, et d'essayer d'en faire quelque chose. Dès que je comprends quelque chose, j'essaye de le partager. Donc ça peut être un livre, un film, un article, une tribune. Voilà, je suis quelqu'un qui apprend, voilà. Parce que je suis quelqu'un qui doute de tout. Qui doute de tout. Et alors, il y a énormément de contenu disponible sur les réseaux te concernant. Je n'ai eu que le choix. J'ai eu le plaisir d'écouter les presque les 2h20, combien 2h22 2h22 de Thinkerview. Discussion passionnante. On n'aura peut-être pas 2h22 aujourd'hui, mais pour être sûr de commencer par quelque chose que nos auditeurs n'ont pas déjà entendu te concernant, qu'est-ce que tu viens faire à Nantes à la convention de l'APM ? Eh ben, je sais pas bien. Si, je sais très bien ce que je viens de faire. J'ai eu la chance de travailler à un film qui s'appelle Bigger Than Us sur la jeunesse qui s'engage partout dans le monde. Et ce film m'a transpercé de joie, de puissance, d'énergie. Et je sais pas comment vraiment le dire, mais tant que tout le monde l'aura pas vu, tant que vous ne serez pas tous à être autant transpercés que moi par les leçons de vie des 7 protagonistes du film, je ne m'arrêterai pas. Et donc l'APM, pour moi, je suis jamais venue. Tu connaissais l'APM ? J'en ai déjà entendu parler. Ouais. Ce que je comprends de ces années de recherche pour comprendre la situation dans laquelle on est, notamment la situation d'effondrement, je pense que les entreprises sont les derniers lieux de pouvoir, enfin plus exactement de puissance, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et donc si on veut, comme moi, que les choses changent, eh bien c'est dans ces citadelles-là qu'il faut aller. Donc je suis venue placer quelques gouttes, j'espère, d'émotion, de colère, de beauté, de dissonance, de chaos dans ces endroits-là. En venant à votre grand rendez-vous. Comment ça se passe ? Tiens, alors moi j'aime bien, on commence par la fin, parce que finalement, toi tu as un récit qui est très chronologique, et peut-être qu'après on repartira dans l'autre sens pour resituer, parce que j'ai l'impression que c'est important de situer un peu tout le chemin que tu as parcouru, qui t'a amené à Bigger Than Us, qui est ta dernière actualité, ou est-ce qu'il y a eu un livre depuis, ou des choses ? Non, c'est ça, la dernière prise de parole, enfin le dernier gros objet que tu as sorti. C'est un gros objet, comme tu dis, mais qui me dépasse complètement, c'est-à-dire que c'est bien plus qu'un film. En général, dans l'industrie du cinéma, on se dit, une fois que tu as sorti le film, tu passes à autre chose. Et d'ailleurs, le nombre de gens qui me mettent la main sur l'épaule en me disant, ma grande, maintenant, il faudrait passer à autre chose. Au début, je mordais, quoi, parce que vraiment, je trouve que c'est insupportable. Okay. Sortir un film, c'est le début du chemin. La question, c'est qu'est-ce que t'en fais ? Alors, effectivement, si tu as fait un film de fiction qui sert à rien, bien sûr, tu passes à la chose d'après. Mais un film comme ça, un film engagé, c'est un film qui engage l'équipe de réalisation de production. Et encore une fois, ça maintenant, il a une vie militante incroyable. Il y a eu plus de 4000 projections auto-créées en un an, 371 débats que j'ai animés en un an. Ça va partout. Et pourquoi ? Parce que ce film pose la question du constat et puis de maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est une question qui est absolument universelle. Le patron, l'entrepreneur, le prof, l'enfant, le parent, la maman, tout le monde. C'est vraiment cette question abyssale. Et puis, qu'est-ce qu'il raconte par ce contre, film ? elle est nulle part, cette question.
Flore, avant qu'on parle-nous de ce Pardon, film un peu, ce parce film, que là on est rentré, oui, bien sûr. on est parti droit devant. Moi j'avais une autre question avant même ça. Ouais. Comment ça fait dans quelle position tu te retrouves quand tu te dis je vais à l'APM, dans une des citadelles, dans un des bastions des patrons? Toi, tu parles toutes les langues, t'es caméléon, t'arrives à t'adapter à tous les environnements. J'imagine que oui, sinon t'aurais peut-être pas pu avoir le parcours que t'as aussi. Et le film, il a été présenté à Cannes. Hein. Ouais, et puis il est dans 57 pays. Moi, j'ai eu la chance effectivement d'avoir une éducation qui m'a programmée à être chef d'entreprise. T'as fait HEC. Voilà. Donc, c'est un monde que je dis pas que je connais bien, mais dont je comprends les attendus. Finalement, qui sont assez simples. C'est facile, le monde dans l'entreprise. Franchement. Par rapport à faire un film, je te jure, c'est vraiment facile. Les attendus sont assez évidents. Donc, je comprends le système dans lequel tout le monde est, parce que j'étais biberonnée à ça. Et je comprends aussi parce que ce système m'a vrillée, parce que je l'ai vécu dans ma chair, combien il nous tient et combien il est mortifère. Et depuis 20 ans, je cherche par tous les moyens à prévenir tout le monde, en fait, à faire partager mon sentiment de panique, d'indignation, de colère, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à faire ce que font les jeunes du film, c'est-à-dire s'engager pour plus grand que soi. S'autoriser à se dire « je me suis trompée, j'ai pas toutes les réponses, mais ça peut pas être ma vie ». Être quelqu'un qui, au nom du profit, ou de la croissance, ou des rendements, ou des attentes de mes actionnaires, qui est OK avec l'idée de broyer son monde et de ruiner l'avenir de ses enfants et de la dignité humaine à très court terme, pour moi, c'est cette question qui est à revisiter. Et finalement, elle revient à non seulement qu'est-ce qu'on fait, mais avant ça, qui est-ce que vous avez envie d'être? Est-ce que vous pensez que votre situation de chef d'entreprise vous définit? Est-ce que c'est votre position d'enfant? Est-ce que c'est votre position de parent? Qu'est-ce qui vous fait, en fait? Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui vous tient vraiment? Et si votre réponse, c'est les actionnaires, il y a encore du chemin. Si votre réponse, c'est ce que je pense de moi, c'est mon alignement, c'est mes enfants, alors il y a une marge de manœuvre et moi, j'arrive. Et je me rends compte que autant ce discours était absolument irrecevable il y a encore 2-3 ans. Vraiment. Ah, il y a 2-3 ans carrément. Ouais. Je pense que c'était difficile encore de critiquer, de mettre en cause le capitalisme, en fait. On était vraiment... Moi, j'ai passé des années à me faire traiter d'anarchiste, de complotiste, etc. Et pour toi, c'est si récent que ça, la bifurcation? Je pense que... 2-3 ans, ça correspond avec la pandémie? Je pense que la Covid a accéléré beaucoup les choses, les prises de conscience. On a compris l'interconnexion de tout, même si on n'en a rien fait. C'est-à-dire que maintenant, plus personne peut dire ça n'arrivera pas ou ça peut pas exister. Ouais, et puis... plus personne ne peut ne pas voir aussi les effets de la globalisation, quoi. Tout le monde s'est dit c'est merveilleux, mais non, c'est pas que ça, quoi. Qu'est-ce que tu racontes dans ce documentaire, dans ce film, alors? Parce que c'est pas la pandémie que tu racontes. Non. Donc qu'est-ce que tu es allé voir et à quoi tu t'es intéressé? Raconte-nous ça. J'ai tourné avant la pandémie un film documentaire sur 7 jeunes qui, dans le film, ont entre 18 et 25 ans. C'est que des histoires vraies, des personnes qu'on a mis longtemps à trouver, qui sont des jeunes adultes qui changent la donne dans leur communauté sur des problématiques, des grands enjeux contemporains différents. Il y a la liberté de la presse, il y a la condition des femmes, il y a bien sûr le climat, il y a la question migratoire qui prend une proportion démesurée, enfin en tout cas celle qu'il doit avoir, je pense. Sur des sujets différents, les grands enjeux contemporains. Et un enjeu par pays? Oui, il y a un enjeu par pays. Et donc, c'est 4 filles, 3 garçons. Et les pays représentés sont? C'est là où est l'essentiel de la jeunesse mondiale. Aujourd'hui, 80% de la jeunesse mondiale n'habite pas en Occident. Donc, nous, on a tourné au Brésil, en Afrique, en Asie du Sud-Est, un peu aux États-Unis, au Liban, un peu au Moyen-Orient. Donc, on est allé là où la jeunesse est parce qu'on voulait vraiment faire une radiographie de cette jeunesse qui veut vivre, en fait. Et qui déjà est en train de se lever. On a imaginé ce film avant Greta Thunberg. Peut-être j'ai eu la chance de sentir que quelque chose comme ça allait se passer. Maintenant, c'est un flot, mais et un vrai flux. Mais à l'époque, c'était vraiment... Enfin, il reste quand même...
être réaliste, des pionniers, extrêmement isolés, précaires et magiques. Et au début, je pensais faire un film un peu dans la lignée de ce que j'avais fait précédemment sur le sang, la sueur et les larmes de l'activisme, combien c'est difficile, sacrificiel, etc. Bien sûr, il y a ça. Mais c'est un film étonnamment sur la joie. Et la joie d'être debout, la joie d'être lié à sa communauté, à son temps et à ce qui se passe dans son environnement immédiat, en fait. Et c'est donc un espèce de cri pour qu'on se rende compte de combien notre humanité est belle et combien, à force de ne pas accepter sa vulnérabilité, elle risque fort de dépérir, en fait. Comment ça se passe, Flore, quand on veut tourner un film comme ça? Déjà, techniquement, est-ce que c'est en séquentiel? Tu vas dans un pays, tu fais toutes tes images, ensuite tu changes de pays, tu fais toutes tes images. Donc toi, tu vis une histoire à la fois. Ouais, Et tu es embarqué. Donc on est dans un film documentaire. Toi, t'apparais à l'écran? Non. Non, toi, t'apparais pas. Non. Donc c'est une narration. Ah non, moi surtout pas. Je déteste ça. Ok. Je vais certainement pas utiliser du temps de caméra pour me filmer moi. Les stars du film et les personnes importantes du film, c'est les jeunes. Dans notre dispositif, il n'y a pas d'autres adultes. Donc, c'est des jeunes qui parlent à des jeunes sur les questions qui animent ces jeunes qui sont des questions de survie. Donc, on les suit sur leur engagement. Exactement. Donc, c'est dans leur environnement. Nous, on a filmé au plus près des populations. On a passé du temps sur place. C'était très difficile de défendre ça parce que les personnes qui financent les films comprennent pas qu'on puisse passer du temps avec les gens qu'on filme. Parce que ça coûte cher? Parce que ça coûte cher, c'est des jours de tournage. Donc on a dû vraiment... j'ai été extrêmement aidée pour ça et j'ai travaillé avec un luxe que je n'ai jamais eu sur aucun film. Je ne sais pas si je l'aurai à nouveau. Mais en tout cas, je l'ai bien utilisé. Étant donné le retentissement, on peut espérer que ça donne quand même d'autres idées. On parlera après peut-être des perspectives de ce que ça t'a amené. Mais alors, donc tu es là-bas, tu passes de pays en pays. Alors, avant ça, si je peux me permettre, tu pars en tournage quand tu as fini l'enquête. Quelque part, oui, tu vas pour tourner. Le tournage, c'est presque la fin de l'aventure. Le gros du boulot, c'est avant, c'est les mois de recherche pour trouver ces personnes, ces pépites, être sûr de pas se tromper, être sûr qu'il n'y a pas de doublons, être sûr que l'histoire est connecte avec l'autre, mais raconte quelque chose d'autre, enfin qu'il y a une espèce de progressivité, même si on la sait pas tout de suite, c'est complètement intuitif. Et puis sentir son cœur, quoi. Est-ce que c'est vraiment l'histoire que j'ai envie de raconter? Parce qu'effectivement, les gens me disent souvent que c'est une grosse claque le film. Mais la première à la prendre, c'est quand même moi. Hein. Ben, j'imagine, t'es en première ligne voilà. de chaque moi, il n'y a histoire. pas de filtre. C'est toi qui allais faire l'enquête. Voilà, bien sûr. Alors, le réalisateur, c'est que tu es sur place. Ouais. Là, j'ai eu la grande chance d'avoir une équipe technique qui m'a fait confiance et m'a demandé de prendre une caméra aussi. Donc, ce qui fait que c'est un film très... alors, parfois, qui bouge un peu. Hein. C'est pas que des jolies images, machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il y a la question de l'authenticité, de la sincérité. Et la vérité, c'est que les protagonistes j'étais la seule qu'ils acceptaient. Enfin, là, on peut pas montrer, mais vraiment avec la caméra juste sur leur nez, quoi. Et du coup, ça fait des images très proches où ils oublient la caméra parce qu'en fait, je suis tellement un morpion à leur demander toujours plein de choses que j'ai une caméra ou pas, je suis là, quoi. Combien de temps t'as mis pour monter l'enquête déjà en amont? Alors, l'enquête, c'est 7 mois de travail. Ok. Ah, c'est pas si long que ça. Je pensais que t'allais me dire 4 ans. Non. Alors... 7 mois, ça veut dire que t'as pas chômé, quoi. Tu vas un mois sur... il y a cette histoire. C'est avant le tournage. Donc 7 mois avant. Oui, mais l'enquête, tu l'as fait pas sur le terrain? Non, l'enquête, pour moi, c'est avant. Ok. Qui je vais voir, pourquoi, quelle thématique. Ok. Et aussi, quelque chose que je veux rajouter, c'est que j'étais hyper bien entourée par une équipe qui me briefait comme si j'étais ministre, en fait. Donc, j'arrivais au Malawi, je connaissais tous les chiffres sur... les mariages forcés, sur l'éducation, sur la pauvreté, etc., pour jamais me faire surprendre par la problématique. Mais par contre, avoir toute la surface disponible, toute l'attention possible pour la personne que j'ai en face de moi. Parce qu'en fait, moi, ce que j'adore, c'est l'interview et c'est plonger dans le cerveau de l'autre. Et si je suis perturbée par « Ah, mais pourquoi ils sont aussi pauvres ? Ah, mais pourquoi machin ?» et même perturbée par mon émotion, mon indignation, alors je suis plus un bon papier buvard. Je suis plus neutre. Et donc voilà, donc ça c'est 7 mois de travail en amont. Après, on est parti une fois, on a tourné sur 7 mois aussi, une fois par mois dans un pays. Donc un pays, d'abord Liban, puis Colorado, puis Malawi, puis Grèce, puis Brésil, etc. Donc ça sur 7 mois. La grande chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, on avait fait une campagne de crowdfunding et on avait une jolie communauté
à laquelle on a promis qu'on raconterait tout au fur et à mesure. Et on l'a fait. On a raconté notre tournage, enfin chacun de nos tournages au fur et à mesure. Par quel mode? On donnait rendez-vous, c'était avant le Covid, on donnait rendez-vous dans Paris et les gens venaient nous retrouver dans un endroit. C'était gratuit, ouvert à tous et on racontait, il n'y avait pas d'image, on racontait, donc c'est certainement les voyages en Afrique qui m'ont inspiré, mais c'était l'oralité, quoi. Et donc là, j'avais une salle de 200 personnes en face de moi et je voyais tout de suite là où ça réagissait, là où les gens s'endormaient, là où ça repartait. Et puis, je leur posais beaucoup de questions. Et voilà, j'avais plein de doutes, plein de problèmes. Donc, j'ai vraiment utilisé ça. Et on a filmé et enregistré tout ça. Et le premier jour du montage, on a commencé par tout réécouter. Et la magie, c'est que le film était là, en fait. Ok, t'avais déjà tout. Ouais. Dans quelle position t'arrives là-bas? Est-ce que c'est plutôt une journaliste ou plutôt une écrivaine ou une réalisatrice? C'est quoi la... Alors, c'est une écrivaine avec une caméra. Certainement pas journaliste parce que c'est un métier que j'ai adoré, qui est magnifique dans sa définition, avec cet appétit de curiosité, de tremper la plume dans la plaie du monde, etc. Mais c'est un métier qui est très abîmé, en fait. Parce que toi, tu as beaucoup écrit des chroniques. Ouais, j'ai surtout beaucoup écrit des livres. Moi, t'as écrit beaucoup de livres. Ouais. Et les livres m'ont permis d'écrire des articles, mais j'ai jamais, par exemple, j'ai jamais eu de carte de presse, j'ai jamais gagné ma vie avec ça. Par contre, j'utilisais la presse pour faire passer des idées et faire des choses que les livres me permettaient pas de faire. Et quand tu arrives sur place, dans ces pays-là, dans ces populations-là, est-ce qu'ils font la distinction? Est-ce qu'ils ont cette... ou est-ce qu'ils t'amalgament justement? C'est ça, on imagine bien. Ils détestent les journalistes parce que le journaliste, par définition, il est soumis à des contraintes économiques énormes. Il vient pas longtemps, il vole, il pique, il repart, quoi. Et il donne jamais de nouvelles. Donc nous, il a fallu qu'à chaque fois, on prouve qu'on n'était pas comme ça. Donc ça demande du temps, on a joué, je sais pas combien de marelles j'ai fait, on a chanté, on a dansé, notamment en Afrique, je parlais pas un mot de Chiwewa au Malawi. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait comme chorale, quoi. Et alors, c'est super parce que, en fait, vous croyez qu'ils sont 2, puis tout de suite, ils sont 80. Donc, c'est des, bon, c'est donc ça t'oblige à ralentir le temps, tout ça aussi. Oui, mais c'est des gens qui vous rendent heureux et puis après, qui, du coup, vous ouvrent leur cœur et puis, vous sentez en sécurité. Tout le monde, en fait, c'est un grand jeu. Et un documentaire réussi, c'est d'abord, avant tout, un tournage réussi. Un tournage réussi, c'est un tournage dans lequel vous êtes accepté, en fait. Et les personnes font tomber les digues de résistance où elles maîtrisent leurs paroles, où elles maîtrisent, etc. Elles vous oublient parce qu'elles se mettent un peu à se lier à vous. Et alors, vous allez me dire, c'est hyper opportuniste. C'est pas faux. Mais je sais qu'il a fallu qu'on joue beaucoup. Et une des choses pour lesquelles je suis en recherche de financement, c'est qu'on veut absolument retourner dans les pays de nos protagonistes. Parce qu'aujourd'hui, on a fait 4000 projections en France avec 360. Ils le savent, ça? Oui, ils le savent, bien sûr. Ils sont Vous hyper impliqués. Courant, c'est une autre communauté, c'est celle qui a participé au film et qui vit encore le projet. Quoi. Les protagonistes du film, on leur parle peut-être une fois par semaine. On vient de lancer une association qui s'appelle Bigger Than Us Support, qui vise à les soutenir à long terme sur leur projet et pas qu'avec de l'argent. Ça, c'est la partie la plus facile. C'est des gens qui ont besoin de soutien psychologique, c'est des gens qui ont besoin des personnes qui ont besoin de formation, qui ont besoin parfois de mentors, qui ont besoin de ressources, qui ont besoin parfois de conseils juridiques, réputationnels, qui peuvent être attaqués, et puis effectivement financiers. Donc on vient de lancer ça. Donc l'idée, c'est de personnaliser. Ils sont tous différents, ils sont tous pas, aucun n'est au même point. Entre Winnie en Afrique et Melati en Indonésie ou René au Brésil, voilà, à part leur rapport à la vie qui est énorme et qui est similaire, ils ont des besoins qui sont très très différents. Donc on va essayer de personnaliser complètement notre rapport. Mais aussi avant ça, nous on intervient quasiment tous les jours dans des projections débats. Souvent c'est eux qui prennent ma place à distance, ou quand ils sont là, on organise des tournées. Ah, ok. Et c'est génial en fait, parce qu'on veut qu'ils sentent cette vague d'amour et qui comprennent combien leur histoire compte. Et je me souviens toujours de Winnie au fin fond de l'Ouganda qui me dit, mais je passe une demi-journée par semaine à répondre aux courriers que je reçois. Ouais. Et pour moi, c'est magique en fait. Tu disais qu'ils avaient été sélectionnés parce que chacun avait son propre combat.
Donc, tu en as cité un certain nombre. Comment une vague qui arrive comme celle que finalement que tu as générée avec Bigger Than Us ne les décentre pas de leur but premier. Eux, leur but premier, c'était pas de faire un documentaire, c'était pas de devenir presque d'être starifié. Je sais pas si le mot est indélicat mais en tout cas, à partir du moment où tu reçois beaucoup de courriers avec beaucoup d'amour dedans, que tu réponds, tu vois, ça te change de posture. Dans quelle mesure ça leur, peut-être que c'est l'inverse, ça les aide ou ça les augmente. Qu'est-ce que tu observes là-dessus? Je pense que je serais naïve de croire que c'est que du plus. T'as raison, il y a le côté distraction, il y a même probablement eu, et je peux pas citer, mais des effets négatifs pour certains parce que... La pression peut-être politique ou quoi? Voilà, de la pression politique. Ouais. Donc ça, c'est aussi une très très grande responsabilité et c'est aussi pour ça qu'on crée Bigger Than Us Support, c'est pour leur montrer qu'on est là en fait. Et là, tu bascules dans un monde activiste, presque. Tu viens dans le précaré des ONG. Comment t'es accueilli? Je m'en fiche complètement. Je viens de toute façon, moi, j'ai pas de précaré et j'envahis ceux que tout le monde. Tu vois. Ouais, c'est ça. Un jour, il faut être entrepreneur. Un jour, il faut être artiste. Un jour, il faut être écrivain. Un jour, il faut être journaliste. Je m'en fiche. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y a pas de temps. Enfin, tu vois, on s'en fiche complètement. Et puis, encore une fois, moi, ce que j'adore, c'est apprendre. Et ce qui me fait rigoler, c'est que tout est une première fois, quoi. Donc oui, effectivement, là, t'as raison, j'avais même pas pensé. On crée ça, mais il se trouve que je suis pas toute seule, hein. Donc, je vais chercher des compétences toujours, l'idée, c'est des gens meilleurs que toi sur le sujet. Et puis, qui ont envie d'y aller parce que ça leur parle au cœur, quoi. Mais pour revenir à ta question sur les effets sur eux, ils me disent tous que ça leur a donné une légitimité, une crédibilité, une assise. Ça a pu les fragiliser parce que leur communauté maintenant attend potentiellement autre chose d'eux et c'est bien pour ça que on fait pas qu'une association de soutien financier parce que tu vois là tu crées des distorsions énormes en fait. Donc il faut vraiment faire attention, mais tu vois sur cette idée de répondre à du courrier, personne s'en plaint. Il faut vraiment comprendre que la question de la précarité, de la solitude, c'est des choses qui sont difficiles pour tout le monde, qu'on entreprenne, qu'on soit activiste. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs entre un entrepreneur et un activiste, ou un militant, et un artiste d'ailleurs. C'est la même énergie. Mais il y a quelque chose qui est commun à toute la population, c'est cette réalité de solitude et de précarité. Sauf que pour un activiste, c'est mortel en fait. Moi, je connais trop d'activistes qui s'arrêtent, y compris qui se suicident parce que c'est trop dur, parce qu'ils sont trop seuls, parce que pensent-ils, ils sont seuls. T'as consacré un livre à ça. Oui, exactement. Merci beaucoup d'en parler. Des destins vrais et tragiques de Aaron Swartz, qui est vraiment un enfant qui m'a inspiré, Bigger d'ailleurs, qui est un enfant qui est né avec un don incroyable, compréhension de ce qu'était l'Internet alors qu'il savait qu'il avait 8 ans, quoi, et qui était un Mozart du code. Et qui a fini acculé à 35 ans de prison et à $1 million d'amende et l'interdiction de toucher son instrument, un ordinateur à vie par le gouvernement de Barack Obama parce que il voulait poser que si l'Internet existait, c'était pour partager la connaissance et nous rendre libres. Et c'est pas quelque chose de complotiste, hein, c'est 4 ans de travail, personne ne l'a lu, c'est pas grave, je l'ai fait pour Aaron et pour toutes ces communautés-là. Aussi, totalement invisibilisé, tu vois, et je voudrais juste faire un grand écart parce que je me sens en grande responsabilité en ce moment, alors effectivement à l'égard de nos protagonistes, mais aussi à l'égard de tous ces enfants que je vois tous les jours. Finalement, moi, je débarque avec mon film, on arrive 1h30, plus 1 heure de débat, et on les retourne en fait. Enfin, vraiment, ça se voit à l'œil nu, ils arrivent au cinéma, ils ont les pieds en dedans, ils sont pas contents d'être là. 1h36 de film, mais ça va pas, madame. En plus, un film de cinéma, ce truc de vieux. Enfin, il y a pas de popcorn. Bref, ça râle. Et déjà, pendant le film, ça bouge pas. Les profs n'en reviennent pas. Et après, c'est 1 heure de catharsis, en fait. Et ils ressortent. Il y a quelque chose qui s'est illuminé. Voilà, c'est magique. Et c'est pour ça que je fais ça. Ça fait 15 mois que le film est sorti. Je pense que je suis partie pour je sais pas combien d'années et je ferai pas autre chose. Pourquoi? Parce que redonner envie de vivre à notre jeunesse, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Je comprends pas qu'on soit pas plus nombreux sur le sujet. Je comprends pas que ça soit pas qu'on nous bassine avec les problèmes des retraites alors qu'on est complètement en train de lâcher nos enfants. Donc ça, c'est la vraie chose. Mais sur Aaron et sur le grand écart que je voulais faire, précisément là où je me sens en responsabilité, c'est que les enfants sortent de ce film en se disant
Ok, j'ai bien compris. Maintenant, je vais aller m'engager. Je vais faire quelque chose. C'est la dignité, c'est la joie, c'est ma tribu, Quel âge c'est ils ont, l'aventure. les enfants en moyenne? Le film, on essaie de pas le projeter avant 11 ans parce qu'on trouve que il est jeune trop déjà, dur. 11 ans. C'est 6e, 5e. Et on va à 25, 30. Enfin, et puis après, j'ai plein d'adultes. J'interviens aussi énormément en entreprise. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que là où je voudrais mettre vraiment plus qu'une balise d'alerte, un espèce de fusée de détresse, les autorités sont en train de transformer de faire de la solidarité un crime et de acculer les humanitaires à la faute et à la précarité. Tu penses à quoi? Alors, je pense à plusieurs choses. Quelqu'un comme Mary Finn, par exemple, qui dans le film est une jeune anglaise qui travaille sur les côtes grecques, sur des bateaux de sauvetage. Il fait du sauvetage en mer de migrants. En 2019, c'était un métier une tâche qui était autorisée. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. La loi grecque interdit le sauvetage en mer de migrants. C'est-à-dire que si Mary Finn fait son travail, qui est de sauver quelqu'un qui se noie, elle va en Grèce. Elle part en Grèce, elle part en prison. En prison. Elle est accusée de faire collusion avec les trafiquants, en dépit des conventions multiples et variées sur la protection des personnes sur la route, en dépit du droit de la mer. Et ça, c'est OK. C'est parti. En Grèce, c'est passé à l'Assemblée. Ça, c'est OK. Aujourd'hui, des gens comme Sea Shepherd ou des activistes comme ça qui peuvent être ou les Greenpeace ou des gens qui sont très, très militants, ils n'arrivent pas à aller à l'encontre de ça? Non, mais alors, non, parce qu'en fait, le discours classique, alors là, je vous parle de quelque chose sur la question sur les migrants, le débat est tellement chargé. Ils ont tellement réussi à nous convaincre que toutes les personnes qui arrivaient étaient des dangereux terroristes qui allaient tous nous prendre nos jobs. Si tu veux, il y a une espèce de discours dominant qu'il est très, très difficile de contrer. Et la réalité de SOS Méditerranée aujourd'hui, qui est cette organisation, c'est qu'on leur coupe les crédits, c'est que les subventions sont retirées, c'est que l'Italie met des bâtons dans les roues incroyables pour qu'ils puissent pas faire leur boulot. Enfin, je pourrais passer des heures là-dessus. Ouais. Donc, mais je voulais te donner un autre exemple qui m'est encore plus cher, si ce n'est que celui-là m'était très très cher, sur les jeunes militants, les personnes comme Dernière Rénovation, et voilà, qui essayent d'interrompre le flot continu du divertissement pour nous prévenir et mettre en avant, en abîme, la violence de la société. Ces personnes sont progressivement traitées d'éco-terroristes. C'est extrêmement grave. Je suis effrayée en fait. Pourquoi ? Aux États-Unis, il y a 5 semaines, je ne sais pas quand le podcast est passé, mais le 26 janvier, il y a un jeune qui défendait une forêt avec plein d'autres, qui a été tué à bout portant par la police. La police ne sera jamais inquiétée. Cet homme n'avait pas d'armes, il n'attaquait pas les policiers. Ils ont fait un exemple, comme avec Aaron. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'en fait, pendant des semaines, c'était une occupation d'une forêt pour qu'elle ne soit pas décimée, la presse les a traités d'éco-terroristes. Aux États-Unis, si vous êtes traité d'éco-terroriste, vous tombez dans un droit qui n'est plus de droit. On a tous les droits sur vous. Aux États-Unis, 20 États sur 50 ont renoncé au droit de manifester. Ils ont aboli le droit de manifester. Tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Et donc, moi, là où je me sens en très grande responsabilité, et j'ai pas de réponse, mais ça me fait très peur, c'est que d'un côté, je crée cet enthousiasme, allons-y, c'est la vie, y compris avec mes propres enfants, et mes proches, etc. Et je le crois profondément. Et d'un autre côté, je vois les autorités qui se tendent. Et quand j'entends un ministre en France qui traite des jeunes, qui lance de la soupe, oui, sur des tableaux, oui, protégés par une vitre, quand je vois un ministre qui les traite d'éco-terroristes et que tout le monde reprend ça sans que ça pose de problème à personne, moi, j'ai envie de dire aux parents, aux adultes, mais mettez-vous en bouclier, c'est pas possible. Vous voyez ce qui est en train de se passer ? C'est-à-dire que ça va être nos enfants. Dans le film, on parle, il y a 7 protagonistes, ils sont tous dans des pays du Sud, enfin dits du Sud, donc avec des États qui sont effondrés, des autorités qui respectent rien, etc., etc., etc. Mais en fait, ils sont en avance de phase sur nous. C'est là-dessus, c'est vers ça qu'on va. Alors là, je pense que j'ai perdu 50% de votre auditoire. On s'adresse qu'aux courageux, c'est pas grave.
Mais je pense que une partie du courage, c'est d'oser regarder, en tout cas, une parole dissonante, et puis peut-être une réalité qu'on veut pas nécessairement voir. Et donc, c'est pour ça que ce film est là, il parle bien mieux que moi. Mais tout ça pour dire que il y a des endroits où il y a des leçons de survie qu'on ferait mieux d'écouter. Et cette intelligence de situation, elle est partout. Il y a un bon sens qui est partout. Le problème, c'est que on prend pas le temps de raconter ces histoires qui aident à vivre. J'ai 2 questions qui me viennent, qui n'ont rien à voir. Donc, je vais commencer par la première qui est la plus en corrélation avec ce que tu viens d'expliquer. 4000 projections, des enfants bouleversés, on les reboot, quoi. Ils ressortent de là, ils ont un nouveau logiciel et ils ont envie de faire des choses. Qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit qu'il y a déjà un écosystème qui est là, en fait. Et ça aussi, c'est jamais dit. Vous savez, il y a 11 millions de bénévoles en France, mais rien que sur la jeunesse, il y a je ne sais pas combien d'assauts, il y a je ne sais pas combien de projets. Il y a une carte géniale qui s'appelle Transiscope, qui est une carte en libre accès, en open source, qui vous dit, à côté de chez vous, à 30 km, 5 km, sur tel et tel sujet, les grands enjeux du développement durable, objectifs du développement durable, il y a telle personne qui bouge, il y a un tel qui a besoin, etc. Ok, aujourd'hui, c'est facile. On peut trouver. Ouais. Et... Alors, nous, du coup, on a essayé de rassembler ça sur notre site internet, biggerthanus.film, parce que effectivement, à la sortie du film, la question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et on n'est pas tous au même niveau. Il y a d'abord mieux comprendre ce qui se passe. Et sans comprendre, ça sert à rien d'y aller. Il y a donc se documenter, faire ses devoirs, en fait, comprendre les chiffres. Et nous, le film fait 1h30, il y a 300 heures de rush, pardon. On a essayé de mettre plein de choses sur le site pour aller plus loin, mieux comprendre, etc. Il y a des personnes qui vont avoir envie de se lier avec les protagonistes, le courrier dont on parlait tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont envie de s'engager sur un combat spécifique. Donc, encore une fois, mieux le comprendre qui bouge autour de soi. Et puis, moi, j'ai toujours ce truc. Ne restez jamais avec votre détresse. C'est mon message principal. Montrez le film, parlez-en, utilisez le film pour lancer la conversation entre vous. Il y a trop d'enfants qui, à chaque fois, à la fin des projections, me disent « Mais madame, dans ma famille, on parle jamais de ça. » Moi, j'en ai ras-le-bol de prendre des enfants dans mes bras. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que je me demande où sont les parents. Et donc, on a tout ça autour de nous. Et moi, je suis parent aussi. Et c'est une conversation qui est pas simple. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans notre position de puissance. Être parent, c'est savoir, c'est protéger, c'est rassurer. Ouais, en ce moment, soit vous racontez des cracks, soit vous avez un discours de vérité et il est compliqué parce qu'il faut tomber de son piédestal. Alors la question subsidiaire, du coup, quelle est la bonne posture à adopter en tant qu'adulte et donc parent par rapport à ça? Et si je reprends ta trajectoire de vie, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu avais dû renoncer à beaucoup de choses, des choses qui font notamment les gens que tu rencontres aujourd'hui, des carrières, des biens matériels, du confort, de la sécurité, des statuts, etc., etc., plein d'artefacts du bois. Oui, non, mais tu as l'air de dire oui, c'est rien. Mais moi, je suis naïf aussi. Oui. Comment on dit aux gens concrètement dans quelle position il faut se mettre? Et puis la question corollaire de ça, c'est l'info, elle est pas si simple non plus. Ça demande quand même un vrai travail. Toi, c'est le travail d'une vie, tu vois, pour pouvoir avoir ta big picture de ça. Comment on fait pour avoir déjà moi, j'ai plein d'enfants. C'est difficile. Je sais pas par quel bout prendre le sujet. Comment je fais? Alors, il y a plusieurs questions. Il y a plein de questions, trop de questions. C'est ma spécialité, ça. Oui, et moi, j'ai une petite tête, donc je vais oublier. Alors, la première question, c'était quoi la première question? Quelle est notre position? Ouais, on va partir de celle-là. Ok. Je crois que notre rôle, c'est de permettre. Il faut à la fois pas se dire « Ah, les jeunes se lèvent, ils sont là, ils vont tout résoudre, c'est merveilleux, la jeunesse, regardez comme c'est chouette. » Non. C'est intergénérationnel, cette histoire. Notre rôle, on va pas le faire à leur place. Par contre, il faut qu'on soit en garde-fou. Il faut qu'on fasse bouclier, ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on fasse garde-corps pour que cette jeunesse trouve des espaces de sécurité. Ça peut être vos entreprises, vos familles, l'école, etc. Des espaces de parole dans lesquels ils puissent déjà poser leur détresse, poser leur angoisse, comprendre qu'en fait, elle est partagée. Déjà, ça va beaucoup mieux quand on se sent moins seul. Poser leurs rêves,
poser dans le sens oser les dire, les imaginer, les essayer, se gamailler, revenir, etc. Il faut qu'on crée des espaces de sécurité et ça démarre dans nos familles. On les plaint aujourd'hui. Alors, on a l'impression qu'on est confort parce qu'on a une maison, parce qu'on la ferme, parce qu'on a des clés de voiture, parce qu'on a de quoi mettre de la nourriture sur la table. C'est vrai que pour un paquet de gens, c'est beaucoup de confort. Et je parle de confort psychique. Je voudrais revenir sur quelque chose. On parle beaucoup d'éco-anxiété, et à juste titre. 75% des personnes de moins de 30 ans en Occident sont très pessimistes quant à l'avenir. 58%, même sondage, Lancet, c'est pas Gala Magazine, disent on s'en sortira pas. 58%. C'est nulle part dans l'agenda politique. Alors là, on nous bassine sur les retraites. Moi, ma question, c'est est-ce que mes enfants vont atteindre l'âge des retraites ? Je suis désolée, mais c'est aussi violent. C'est pas moi qui suis violente, c'est la situation qui est violente. Mais par exemple, cette information-là, qui est toi une conviction, comment tu l'as traduit à un enfant de 11 ans ? Mais lui, moi là, je traduis pour des adultes. Oui, mais un enfant, Tu lui dis quoi, toi, à ton enfant de 11 ans ? Je lui montre. Alors, j'ai canalisé les choses en faisant Bigger Than Us, c'est-à-dire en étant implacable sur le constat, donc dure avec le problème, et extrêmement douce avec les personnes. Et à filmer ces jeunes qui, au péril de leur vie, sauvent les autres et la dignité, comme les immenses personnes qu'elles sont, avec toute la noblesse possible. C'est-à-dire, j'ai retourné le truc. J'ai arrêté de dire que j'avais la solution. J'ai arrêté de dire que maman allait tout résoudre. J'ai arrêté de dire que le progrès technique allait nous sauver de là. Non, c'est n'importe quoi. Par contre, j'ai dit, viens, on va trouver des endroits où il y a des gens qui disent comment vivre. Parce que la vérité, c'est que c'est des endroits dans lesquels il y a une vitalité, de la joie et un appétit et c'est ma grande tristesse, que je trouve rarement ici. C'est Mohamed, ce réfugié syrien qui a créé des écoles à la frontière avec le Liban parce qu'il était dans un camp et qu'il n'y avait plus d'école. Il a créé la sienne. Et puis aujourd'hui, il y a 200 personnes, 200 enfants réfugiés tous les jours qui vont à l'école grâce à lui. Et Mohamed, depuis, a trouvé un asile politique en Suède. Et il a repris des études parce que pour lui, c'était une catastrophe d'arrêter l'école. Et il va bientôt être diplômé de relations internationales. Enfin, bon. Le garçon, l'une des personnes les plus brillantes que je connaisse. Et je lui disais, mais alors ça fait quoi d'être en Suède ? Enfin, tu dois être tellement content et heureux d'avoir trouvé cet endroit. Il dit, bah ouais, tu sais, pour nous, la Suède, c'est le paradis. La santé gratuite, l'école pour tous, la paix. Sauf que la Suède, c'est le 3e exportateur d'armes en Syrie. Et deuxièmement, ce qui me vrille le cœur, c'est de me rendre compte que la jeunesse en Suède est plus déprimée que la jeunesse que je connais dans les camps. Tout se passe en Occident comme si on voulait désactiver la jeunesse. Et c'est vrai. Les réseaux sociaux, la consommation dans tous les sens, les notes, la peur, la Covid, enfin, tout ce qu'on met sur les enfants pour qu'ils aient peur, quoi. Et pour ce qu'on les débranche. On les débranche de leur vitalité, ils sont bien contrôlés, bien contrôlables. Et Mohamed le dit. Tu dis les enfants, mais moi j'élargirais même, parce que je me sens pas plus, tu vois ce que je veux dire. Quand tu décris ça, je regarde autour de moi, je me dis, oui, c'est le cas, finalement, on peut élargir un peu. Je parlais Mohamed me parlait de sa génération, mais t'as raison, bien sûr. Mais et je vais finir sur son point, c'était de dire, parce que finalement, quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui est contrôlable et c'est quelqu'un qui est contrôlé. Et c'est très juste. Donc voilà, donc notre rôle, il faut travailler sur nos peurs. C'est travailler sur notre peur et c'est y aller, quoi. Et ce film a été intimé. Enfin, moi, je suis juste un outil dans la main de mes enfants, en fait. Et en l'occurrence, ce film, c'est mon fils qui m'a demandé de le faire parce qu'il avait 7 ans et qui m'a dit, maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir ? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour qu'elle ne meure pas ? Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu fais ? Alors là, je suis tombée de mon piédestal, clairement. Et n'empêche que son interpellation a fait que je me suis mis en route, je me suis mis à chercher. J'ai vécu, et lui aussi avec,
une aventure extraordinaire. Et rien que le fait de chercher, finalement, vous tenez votre peur en laisse. C'est plus elle qui vous tient. Ça, c'est un des points qui est simple, mais que finalement on nous apprend pas à l'école. C'est que finalement, il y a un temps pour la réflexion. Et puis, bien sûr qu'avant de se mettre en action, et tu l'as bien expliqué, il y a quand même un temps de réflexion. Mais l'action rassure. L'action rassure vraiment. L'action, en fait, elle te rappelle que tu as une temporalité et que tu as des liens avec ce qui se passe. Elle te rappelle le monde des liens. Voilà, le lien avec ton environnement immédiat, le lien avec le temps et le lien avec les autres. C'est Marie-Fine, encore dans le film, qui dit finalement, agir, ça permet de se lier à des gens que tu connais pas, qui pensent comme toi. Ça permet de rencontrer ta tribu. Et dans un monde où on ne construit que de la solitude et de la peur, c'est un coup de piolet là-dedans, si tu veux. Et pour compléter ça, bien ça, évidemment, je suis d'accord avec ça. Et pour compléter, quand tu te retrouves dans l'action face à un problème qui, en théorie, te paraîtra insurmontable, tu trouves les ressources. Et le problème, c'est la face, c'est la même face c'est l'autre face de la même pièce que le bon côté. Donc finalement, si c'est le malheur, il est présent, ça fait partie intrinsèque de la vie. On pourrait pas vivre qu'une vie de bonheur. Et donc finalement, quand tu le vis et que tu le traverses, c'est rassurant de te rendre compte que l'idée qu'on se faisait de ce problème qui potentiellement était insurmontable, finalement, on sait le gérer. Et donc d'un coup, hop là, le niveau de stress il baisse, quoi. En fait, il y a toute une programmation, tu vois, dans laquelle il faut s'affranchir, et je pense que les chocs servent à ça. Moi, j'ai eu la chance de vivre le 11 septembre, ça a été un énorme choc. Donc très jeune, toi tu étais... J'avais 24, 25 ans, ouais. C'est bien, on finit par l'intro comme ça. Ouais. Et comme ça après, mais c'est ce qui m'a fait bifurquer et tellement... Donc 24-25 ans, on resitue, t'as fait HEC, t'es allé monter une start-up à New York, le rêve. Je suis femme d'affaires, j'ai femme des investisseurs, ça marche bien, tout roule. Je bosse 16 heures par jour, tu bosses dur. Quand même être dans ça la fait partie du package, hein. Absolument. Ça fait partie du package. Mais tu vas dans des bons restos chics. Non, pas encore. T'as pas encore les Loups-Boutins. Mais non, je les ai jamais eu. Mais du coup, non, trop tard. Tu t'es arrêté trop tôt. Ouais, exactement. C'est très bien. Mais c'est une blague avec mon éditeur. Mais bon, je reviendrai là-dessus. Ou pas. Mais toujours est-il que oui, je suis partie avec ce trip-là. Moi, j'étais un pur produit de l'époque. On appellera ça un capitalist pig. Tu sais, j'aime bien cette expression américaine. C'est tout à fait ça, quoi. Il fallait que je sois la plus belle, la plus forte, la plus riche, la plus puissante, et puis que tout le monde m'admire, et que machin, etc. Et puis, j'ai vécu le 11 septembre à New York, très tôt. Et là, c'est comme un énorme coup de poignard, en fait, qui a tout déchiré. Et donc, toutes ces masques-là, tu vois, de la richesse, du statut, du matériel, de la puissance, de la compète et tout, ça m'est tombé dessus. Ouais, toi, tu t'en es affranchi très tôt et très facilement. En fait, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, j'ai bifurqué, quoi. Ouais, mais en plus, t'as bifurqué, j'enlève rien à la force du geste, hein, mais aussi à un moment où t'avais moins à perdre que si ça t'était arrivé 15 ans plus tard. Ça, c'est vrai. Et c'est peut-être le bon moment, finalement. C'est ma grande chance. Et donc, j'ai jamais connu... je suis née en France, dans un pays... J'ai des parents, je suis très confortable. Mais c'est vrai que, par exemple, je mets un point d'honneur à garder mon salaire de ma sortie d'école, quoi, ce qui est déjà très confortable. Mais j'ai sorti il y a 30 ans, j'ai pas augmenté parce que j'aime bien me tenir sur cette espèce de brèche qui fait que je vais pas me faire avoir par le confort. Parce que je sais, je suis comme tout le monde. Bien, ça me plaît bien quand là, tout à l'heure, on m'a payé une première, je me suis dit, en train, ça fait du bien. C'est cool. On peut allonger les jambes, j'aime bien. Voilà. Non, mais tu vois, donc, je suis pas meilleure que d'autres. Je dis juste, je fais gaffe à la manipulation et à pas tomber là-dedans. Mais tout ça pour dire que il y a des couches de programmation, et l'une des programmations, c'est le confort, et c'est l'absence de risque. Moi, j'ai grandi dans une société dans laquelle on m'a dit il y a pas de risque. Tu sais, c'est la société du zéro risque. Mais on a grandi comme des enfants, et j'adore les enfants, donc c'est pas la bonne expression, des enfants infantilisés. C'est-à-dire qu'on a voulu nous protéger de tout. Je parle même pas c'est pas une question d'état-providence ou quoi que ce soit, c'est qu'on nous a aidés, on a toujours dit tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, vous avez tous les droits. Pourquoi ? Parce qu'on voulait surtout que jamais on ne mette en cause le système, et surtout que jamais qu'on arrête d'être des capacités de transaction. Aujourd'hui, tu as une place parce que tu as une capacité de transaction. Si tu sors de là, tu es stigmatisé. Oh, tu es décroissant. Oh, tu es complotiste, etc. Non, j'ai juste envie... C'est quoi une capacité de transaction ? C'est que tu as capacité à faire tourner le système parce que tu achètes, tu consommes, tu voyages, tu machin, etc. Et si tu sors de ça, quelque part, même les gens autour de toi, et moi, c'était mon cas en 2001. C'est-à-dire que,
Oui, c'était beaucoup plus facile parce que j'avais que 24 ans, 25 ans. Mais tout le monde autour de moi m'a dit, mais il faut que tu prennes du Xanax. Faut que tu fasses une thérapie. Et de fait, j'ai pas pris de Xanax, mais j'ai fait des thérapies. Mais surtout, j'étais, tout le monde me disait que j'étais en train de décrocher, que j'étais en train de devenir inutile à la société, que j'étais pas du tout raccord avec mon temps, que j'étais pas dans le progrès, que j'étais une dangereuse communiste, que je voulais le retour de Lénine ou de Staline plutôt, que voilà, enfin tous ces trucs qu'on vous met dès que vous mettez un pas de côté, quoi. Donc ça a toujours été le cas. Là, on me traiterait d'éco-terroriste, ça va me venir. Voilà, c'est de la résistance en face de vous, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est de dire je suis pas d'accord. Et là, les gens ils aiment pas parce que forcément ils disent mince, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Vous êtes en train de grignoter le confort des autres. Et sur la société du risque, on nous a vendu une société sans risque. Donc là, maintenant, catastrophe climatique, migrants, etc. Forcément, on n'est pas équipé pour. On peut avoir que peur. On a été élevés comme des bébés. Et on a des décisions politiques qui semblent directement prises dans une cour de récréation. Ouais, mais on a la monnaie de notre pièce, en fait. Et toi, en plus, tu t'es intéressé. On va pas avoir le temps de le développer, mais on doit quand même en parler parce que entre ces deux moments-là, entre Bigger Than Us et au début de ta carrière, ce blast à post 11 septembre, ce reboot, tu t'es intéressé au système. Ouais. Tu t'es posé la question de qui gouverne, le lien entre les médias, la politique, la finance. Et t'as décortiqué ça pendant un moment, t'en as fait 10 ans de ma vie. Ouais. Et c'est un roman en bande organisée. Il y en a 3, ouais. Okay. Il y a 3 romans, Une fille dans la ville, qui parle de ça. Une fille dans la ville, c'est comment tu passes de des start-upers à l'Afghanistan et d'un monde promis à la réécriture par l'internet aux talibans. Le deuxième, c'est le système capitaliste s'effondre. Et nous avec. La deuxième chose, c'était le pouvoir de la finance. Donc là, j'ai hyper bossé avec des traders. Moi, je sais pas poser une équation du deuxième degré, mais du second degré d'ailleurs. Mais j'ai écrit un livre sur la finance des marchés, notamment le flash trading, qui est certainement le livre qui a le mieux marché, avec une intuition qui était la fragilité, bien sûr, non seulement intrinsèque des marchés financiers, mais de la technologie qui est derrière. Ça nous pend au nez. Et puis après, je me suis dit, mais si la finance a pris tout ce pouvoir, et de fait, elle l'a, c'est qu'on lui a donné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, collusion politique, finance, médias, avec un livre qui s'appelle En bande organisée et qui finalement était jaune, avec des gilets dessus, bien avant, et qui annonçait l'arrivée des gens comme moi, enfin des HEC au pouvoir. Donc, c'était avant Macron. T'as dû te faire des copains chez HEC, là? Et parce alors, que c'est l'histoire de 7 HEC, c'est ça. Hein, et qui sont dans des sphères de pouvoir différentes. Et un peu tiré d'histoire vraie. Bon, inspiré de faits réels, on va dire, comme ils disent dans les fictions. Tous, hein, mes copains de promo, au début, ils rigolaient quand ils me voyaient, puis maintenant, c'est différent. Mais... T'es encore invité aux soirées alors, c'est ce que j'allais dire. HEC? C'est très marrant parce que le film a tourné dans énormément d'écoles et d'universités, notamment des grandes écoles de commerce. Là, on a signé un partenariat magique avec le ministère de l'Enseignement supérieur où le film va partir dans toutes les facs de France. La seule école avec laquelle on n'arrive pas à travailler, qui ne veut pas nous voir, c'est HEC. Oh. Et ça me brise le cœur parce que... surtout, c'est pas très communicant de leur part. Je me permets de le dire, alors ils vont pas être contents parce qu'à chaque fois je charge, mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, ça ne sert à rien de faire... c'est dommage. De toute façon, après, je récupère les étudiants autrement, ils viennent à des projets, etc. Mais c'est dommage parce que c'est précisément l'énorme aventure de l'entreprise aujourd'hui. Je pense que c'est le dernier endroit où il y a de la puissance. C'est un endroit où il y a du lien social, il y a tout à réinventer. Les entreprises me font venir, pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à recruter des jeunes. Donc elles pensent que c'est un film de jeunes. Donc c'est très bien, je leur dis, je viens, mais on regarde le film ensemble. Du coup, tous les cadres passent devant le film, on pleure ensemble, on adresse la dissonance et ils n'ont pas recruté plus de jeunes. Mais il y a eu au moins une parole qui a circulé sur ce qui était en train de se passer. Donc, tout ça, tout est dans tout, en fait. Et je trouve ça vraiment triste, cette espèce de blocage, alors que t'as
tabou pour personne, en fait. C'est tabou pour plus personne qu'on a un vrai problème de modèle économique. Et qu'il va falloir choisir entre la vie et le profit. Et qu'il va falloir choisir entre le confort et l'humanité et entre la peur et l'amour. Et c'est sur la table, hein. Alors, il va falloir peut-être encore quelques catastrophes pour qu'on soit complètement OK de comprendre que on va perdre, voire on a déjà perdu. Mais une fois que tu as fait ce deuil, la porte, elle s'ouvre. Il y a plein de choses à reconstruire, il y a plein de choses à faire. Il y a une aventure formidable, mais qui accepte, qui passe par ce deuil. Et moi, je l'ai fait, c'est vrai, il y a longtemps. Donc peut-être vous pouvez penser que je suis une extraterrestre. T'étais un peu en avance de phase. T'es une lanceuse d'alerte. En tout cas, je comprends ces gens qui le font et je les aime. Et j'essaie de les défendre, ouais. Flore, c'était... Le temps passe... C'est pas 25 minutes, là. Non, là, on est plutôt sur une petite heure. Mais c'est très bien. Ça fait pas... Je suis très, très content. Moi, j'ai l'impression... c'est ma 4e convention. J'ai ma première convention, j'ai 42 ans, tu vois. J'en avais 10 de moins, je pense. J'ai l'impression, je suis d'accord avec toi, que ça change. J'ai l'impression que là, la tonalité, ce qu'il y a dans l'air, même la thématique, la cohérence de la programmation, la qualité des intervenants qui ont été amenés, la qualité des points de vue, la maturité de tout ça. Je suis très touché par tout ce que je vois et ce que j'entends depuis hier. J'ai l'impression que la position et la posture des dirigeants, de fait, elle change. Parce qu'en vrai, tellement de choses, t'as raison, se sont passées ces 3 dernières années que on a enlevé un peu les œillères. Après, il faut le temps que le changement porte. Par les enfants, superbe, merci, ça nous arrange pas trop parents parce que ça nous complique encore notre vie qui était déjà pas si simple, notre vie de parents, mais merci des outils et de la boîte à outils. Pour finir sur une ouverture, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu viennes dans nos entreprises ? Ça serait, d'abord, j'adorerais, et on a une équipe, sachez-le, qui est dédiée à ça. D'accord. À organiser des projections, c'est l'essentiel de... Donc il y a besoin de quoi ? Un écran de cinéma obligatoirement, ou une grande télé ? Ouais, alors... un lieu un peu bien fait qu'est-ce qu'il faut ? Non, mais maintenant... un amphithéâtre. En fait, d'abord, le film, vous pouvez le voir, et c'est mieux de... En fait, ce que j'aimerais pas... Il est disponible, ce film Bien sûr, vous pouvez le regarder individuellement chez vous, en l'achetant sur des sites. Donc il est sur VOD, MyCanal, il est super. sur la VOD, il est sur YouTube, etc. Donc voilà, on l'a pas libéré, on n'a pas l'argent pour. Mais s'il y a quelqu'un qui veut m'aider à tout ça, c'est combien pour le libérer ? Je sais pas, mais au moins 50 000 €. Ok, bon ça va. Voilà. Mais je dis ça, mais j'en sais rien. Je suis même pas sûre que le distributeur soit d'accord. Mais moi, c'est mon vrai rêve en fait. Il y a un moment où il faut libérer les œuvres, quoi. Et j'adorerais le faire. C'est tôt encore. Il est sorti quand, en 2021, pardon. Ouais, enfin c'est tôt. Ouais, peut-être. T'as raison. Oui, ça va arriver. Ça va arriver. C'est gentil. Donc là, ça, la première chose. Moi, sinon, en groupe, moi, je vous conseille de voir le film d'abord en famille. Okay. Et puis, si vous le sentez, de le partager avec votre communauté. Ça peut être effectivement une entreprise, une mairie, une école, etc. On a beaucoup d'écoles qui nous appellent et qui organisent des projections. Parfois, elles aimeraient bien aller au cinéma, mais il n'y a pas d'argent pour payer le bus. Bon, il se trouve que quand on est sorti au cinéma, il y a eu une entreprise qui s'appelle Boulanger et Electrodépôt qui ont acheté 100 000 places pour 100 000 jeunes. Il y a 100 000 jeunes, ça a même été beaucoup plus parce que les tarifs jeunes étaient moins chers, mais bref, il y a 120 000 jeunes qui ont vu le film grâce à Boulanger et Electrodépôt au cinéma. Et là, c'était des bus entiers, quoi. C'était magnifique. Et le patron de Boulanger m'avait dit tu verras, je suis le premier à mettre un ticket. Bon, en fait, il a été le seul. Mais c'est pas grave. C'est cette vague-là qu'on surfe. C'était extraordinaire. Donc, vous avez plein d'idées et c'est génial. Mais d'abord, il faut voir le film, vous laisser percuter par ça. Et si ça fait sens, on peut faire plein de choses. Et notamment, moi, je peux venir, alors en visio ou physiquement. On a tellement de demandes, on a 30 à 40 demandes par jour. Ok. Donc, il faut une salle pleine. Donc, nous, on dit on vient pas s'il n'y a pas 250 personnes. Ok. Et au cinéma, c'est encore plus la fête parce que c'est beau. Mais vous voyez... Mais au cinéma, il faut faire quoi ? Il faut être... il faut en parler avec le cinéma d'à côté de chez nous ? Comment ça se passe ? On a une équipe qui est dédiée à ça. On leur dit, on est à Lyon, on veut se regrouper à plusieurs entreprises, on maque l'école de nos enfants, on se rejoint tous au ciné, peu importe le ciné, ils jouent tous le jeu ? Alors, même les grosses... même les majors non, on va plutôt aller dans un ciné un peu indé, quoi, on va dire. Militant. C'est mieux de faire RSM, mais allez-y. Le film est partout, et puis le film, c'est un fichier, hein.
Donc, quand bien même il l'aurait pas, nous, ça nous prend 1 heure de l'envoyer. D'accord. C'est rien du tout. C'est Bon, fini bah ça, c'est un l'âge des projet. bobines qui voyageaient, machin, Ok, et qui se ok. perdaient. C'est vraiment très simple. On cherchait un projet un peu pour se mettre en action. Hein. Là, je suis avec mon équipe. Hein. Et idéalement, quand je me déplace, ce qu'on adore faire, c'est la journée des scolaires et le soir une publique ou une entreprise. Pour que, en même endroit, je fasse plusieurs projections la même journée. Et alors, c'est vraiment pour m'aider à être bien efficace. sûr, il quoi. faut. Et aujourd'hui, si on s'y prend maintenant, c'est dans combien de temps que ça se programme? En 6 mois, quoi, dans Eh les ben, dans les 6-8 mois? là, il J'imagine reste- qu'il y a un lag un peu Ouais, là, important. il reste quelques dates d'ici juin. Mais Ouais, après, rentrée de septembre, c'est ouais. envisageable. Ouais, Ok, tout à fait, bah ça tout va, à fait. c'est le temps court. Hein. Rentrée de septembre, on va claquer des doigts, on y sera. Hein. Ok, ben super. Nous, tu sais, un film de cinéma, ça se passe jamais comme ça. Hein. Donc nous, tous les 3 mois, on se dit que c'est fini, puis en fait, ça repart et ça repart de plus Ok. belle. Et, Bon, et ben allez, tous voilà. les auditeurs APM qui sont allés jusqu'à la minute 55 de cet épisode qui moi m'a passionné. Allez, Ouais. on mettez-vous en mouvement, on essaie de créer des... Ah, Fleur, tu faut veux aller sur le site internet de Bigger Bigger Than Than Us, Us c'est point- biggerthanus.film. point film. Il y a toute la procédure qui est expliquée, et sinon, il faut écrire directement à Dorothée, community, comme une communauté en anglais, @biggerthanus.film, et elle vous répond, et c'est une machine de guerre. Elle est incroyable, et donc elle fera tout pour vous, y compris, ce qui était ta question, la connexion avec le cinéma local, si vous en avez besoin. Eh ben, c'est trop bien. Eh ben, allez, remplissez la boîte mail de Dorothée. Ouais. Hein, machine de guerre, il faut qu'elle ait du grain à moudre. Et nous, puis, nous foutez pas la honte, hein, les APM, là, qu'on puisse quand même avoir des choses à dire, qu'on puisse dire que cet épisode a lancé des vocations, que vos enfants ont été éduqués différemment, ouverts à un autre monde. Et je finirai sur une chose, je t'ai entendu dire dans une autre interview que tu étais empli de joie et que finalement c'était une des émotions que tu ressentais aujourd'hui, alors qu'on pourrait se dire qu'il pourra en ressentir d'autres. Tu as parlé tout à l'heure de colère, de tristesse, mais la joie prédomine. Donc peut-être que si on peut conclure là-dessus, si tu peux me le confirmer, que il y a quand même de la joie et qu'on peut se mettre en fait, effervescence pour tout ça. C'est vraiment cette histoire d'agir pour plus grand que soi. Bah, ça rend joyeux, en fait. Et c'est possible si et seulement si vous avez lâché votre peur. Et ce qui tient votre peur, c'est l'ego. C'est cette peur de déplaire, c'est de la peur de pas aimer, c'est la peur de perdre, c'est la peur de pas être conforme, etc. Elle est extrêmement prégnante chez les ados. C'est pour ça que c'est magique d'aller leur parler à eux, parce que j'ai l'impression que moi j'ai mis du temps à déconstruire cette histoire d'ego, et puis je me fais souvent rattraper. Et on s'en débarrasse pas, mais arriver à le mettre dans un petit coin pour être débarrassé de sa peur et avoir après cette espèce de verticalité qui fait que, bah oui, là, on a passé 1 heure, on n'a pas vu le temps passer, c'était de la joie. Il y a du don contre don, il y a de l'interaction, il y a de la rencontre. Mais ça, c'est magique, en fait. Et peut-être que je suis capable de me réjouir de beaucoup de choses, mais c'est une bonne philosophie de vie. Et aussi que cette vitalité et ce désir de l'humain de s'élever est probablement la plus magnifique chose qui soit. Ben, merci pour ce témoignage. Moi, ça me donne de l'espoir. J'espère que ça en donnera à tous ceux qui auront écouté l'épisode. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Et on se reverra à une projection alors. Hein, moi, je m'engage à tester, à essayer. Voilà, à faire ce que je peux pour essayer de rendre tout ça possible. Ça fera plaisir. Ça sera à Lyon et ça sera plutôt à l'automne-hiver. Alors, et puis ça va très bien parce que déjà le calendrier est bien chargé d'ici là. Mais allez, on se donne rendez-vous dans une salle. Je l'espère bien quand on aura réussi à faire bouger les murs. Merci.